La BCE qui a encore une marge progressive de baisse de taux d'intérêt, c'est pas moi qui le dis, c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, hier. Alors jusqu'où la Banque Centrale Européenne peut baisser ses taux directeurs? Réponse avec vous, Christian Parizeau. Bonjour Christian. Bonjour. Économiste conseiller d'Orel BGC. Selon Reuters, les responsables de la BCE, les gouverneurs, les membres du board, sont de plus en plus confiants quant à une baisse des taux d'intérêt dans quelques semaines, le 5 juin prochain. On se dit qu'elle est quoi? Elle est actée, quasiment actée? Oui, je pense qu'une nouvelle baisse, c'est déjà acté. Alors, seul problème, c'est qu'on ne sait pas trop jusqu'où ils vont baisser. C'est un peu notre problème parce que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Madame Lagarde nous a dit que maintenant, le concept de taux neutre ne peut plus vraiment s'appliquer au niveau de la BCE parce que c'est un beau concept, mais le problème, c'est qu'on est dans une... Le taux neutre, c'est le taux qui ni ne freine. Voilà. Et il y avait un débat au sein des membres pour savoir s'il fallait aller rester au taux neutre, aller légèrement dessus ou en dessous, mais tout le monde faisait sa petite prévision de taux neutre et puis on se disait, bon, le taux terminal sera autour de ce taux neutre. Et ce qu'elle nous a dit, c'est que ce taux neutre n'existe plus vraiment maintenant, puisque avec les incertitudes que l'on subit actuellement, le taux neutre existe quand on est dans une économie ouverte, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, on sait qu'ils vont baisser les taux. Eux-mêmes, je pense, ne savent pas jusqu'où ils vont aller. Est-ce qu'ils vont aller à 2, 1,5 voire ils vont aller plus loin. Ils vont aller plus loin que ce qu'ils imaginaient encore en début d'année. Oui, mais après, il y a des choses qui ont quand même largement changé. D'une part, on a quand même eu des statistiques plutôt rassurantes sur l'inflation, avec une vraie décélération des salaires, des tensions salariales en Europe, et l'inflation dans les services qui ralentit. Ça, c'était un point important, puisque l'inflation dans les services, c'est l'inflation qui n'est pas soumise à la concurrence étrangère. Donc, c'est pas elle qui est vraiment... Si elle était restée domestique. Voilà, si elle était restée forte, c'était quand même un sujet d'inquiétude pour la BCE. D'autre part, on a l'appréciation de l'euro. C'est quand même un élément important, c'est-à-dire qu'on paye moins cher nos importations. On a quand même une grosse chute des cours du pétrole, et le cours du pétrole, ça va se diffuser dans l'économie. Alors, est-ce que c'est durable ou pas? Ça, c'est un autre problème. Donc la voie est libre du côté de l'inflation, voilà. Pour baisser les taux d'intérêt. Là, il y a de la marge quand même. Et puis, deuxième élément, la partie activité. Ouais. On ne peut pas dire que les perspectives soient Qu'est-ce qu'on a en indicateurs les plus récents? Ils sont vraiment inquiétants, les indicateurs en dur, les baromètres de confiance, je ne sais pas. Alors, on reste encore sur une sorte de dichotomie. D'un côté, des indicateurs d'enquête qui se sont fortement dégradés, ce qu'on appelle les soft data. Ces données d'enquête, elles sont par nature très volatiles. C'est-à-dire que si demain la bourse prend 30%, que M. Trump dit j'ai signé plein de traités de libre-échange, ces enquêtes, elles vont mécaniquement rebondir. Donc, ce qui fait dire à certains que c'est finalement un choc. Ça a été un choc de communication lié à ce qu'a fait le président américain, mais c'est pas forcément durable. Après, la vraie question maintenant, c'est plutôt dans ce qu'on appelle les hard data. Alors, les hard data, c'est la mesure effective de l'activité. Pour l'instant, c'est pas désastreux. Faut être honnête. Encore ce matin, on a même eu un indicateur qui était plutôt favorable, où on a eu la distribution de crédit. Et la distribution de crédit auprès des ménages s'accélère, donc ça veut dire que l'immobilier redémarre. En zone euro. En zone euro, je parle sur la zone euro. Donc ça, c'est une vraie donnée en dur. Ça veut dire que les ménages profitent bien de la baisse des taux et achètent des biens immobiliers en zone euro globalement, c'est pas que la France, mais globalement ça repart un petit peu sur l'immobilier. Et puis au niveau des entreprises, ça s'accélère aussi, puisqu'on est à 2,3, donc on a une croissance du crédit. Donc ça, c'est plutôt des choses positives. Le seul problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on se dit quand même, face à la chute qu'on a vue, et puis une instabilité, la chute de la confiance des agents économiques, et puis l'instabilité de l'administration américaine, on va avoir forcément des entreprises qui vont être prudentes dans leur recrutement, prudentes dans leurs investissements, et puis derrière, est-ce que M. Trump n'a pas généré une récession aux États-Unis? Et ça, c'est une vraie question, parce que si on rentre en récession aux États-Unis, on pourra revoir très clairement notre scénario. Alors, juste pour vous dire, aux États-Unis, on a quelques indicateurs avancés, des indicateurs haute fréquence. Parmi ces indicateurs, on a notamment tout ce qui est transport de marchandises, et on voit que sur le mois d'avril, il y a une chute très violente de l'activité. Alors, est-ce que c'est lié au fait que beaucoup d'entreprises avaient fait des stocks de précaution avant? Voilà, par anticipation. Et puis derrière, forcément, on utilise ces stocks, donc ça joue sur les transports. Ça pourrait être un élément d'explication. Mais on voit aussi qu'il y a un coup d'arrêt sur le tourisme, par exemple, puisqu'on voit que tout ce qui est vols internationaux et les entrées d'étrangers aux États-Unis a vraiment chuté. Et quand je parle de ça, je parle pas de migrants, je parle de touristes. C'est les Canadiens, ça vient de l'Europe. L'Europe, ça c'est moins 25% sur un an du nombre de personnes qui vont faire du tourisme aux États-Unis. Donc il y a bien un caractère anxiogène. Donc il y a quand même des secteurs
aux États-Unis qui vont souffrir. Alors toute la question maintenant qu'on se pose, c'est face à cette situation, ce trou d'air du mois d'avril qui pourrait être de très court terme, puisqu'on voit que l'administration américaine est beaucoup plus conciliante dernièrement, mais est-ce que ce trou d'air va véritablement entraîner un mécanisme de récession où c'est juste un petit mauvais passage et puis ça va repartir très très vite? Et là, la clé, ça sera les chiffres de l'emploi. Très clairement, si aux États-Unis, on a des entreprises qui, face aux hausses de droits de douane, décident de couper leurs effectifs, de faire des plans d'économie parce qu'ils peuvent pas le répercuter aux consommateurs, ils veulent maintenir leur marge et à ce moment-là, ils commencent à licencier. Donc, là, on aura un effet sur l'emploi, derrière sur la consommation et ainsi de suite. Donc, il y a quand même une vraie incertitude, quoi qu'on pense, malgré le fait que M. Trump a fait un peu machine arrière, il y a une vraie incertitude sur le scénario américain. Et ça, très clairement, c'est aussi un élément qui pèse sur la confiance en Europe. Ouais. Après, depuis un an, la BCE n'est pas restée inerte. J'ai regardé, elle a comme divisé par 2 ses taux d'intérêt en un an, qui étaient à 4. On est, avec la prochaine, on sera à 2. Les conditions monétaires sont quand même beaucoup moins restrictives en zone euro. D'ailleurs, on le voit bien au travers du crédit qui repart. Oui, alors c'est ça qui est positif. C'est ça qui est positif pour la zone euro et qui va encore, à mon avis, permettre peut-être une légère surperformance encore des marchés actions européens par rapport aux États-Unis. C'est parce que finalement, on a quand même d'un côté une BCE qui a fait beaucoup, qui a déjà fait beaucoup, qui a la possibilité de faire encore plus, donc c'est quand même quelque chose qui rassure énormément les investisseurs, face à une banque centrale américaine qui est quand même un peu coincée, hein. Elle va avoir un scénario très incertain. Donc déjà, on a ce différentiel. Deuxième chose, on a quand même du potentiel de croissance, parce que contrairement aux Américains, les Américains ont beaucoup utilisé l'endettement, beaucoup utilisé le levier de l'endettement. Ils ont quasiment absorbé en quelques années, en quelques mois, l'épargne forcée qu'ils avaient accumulée durant la période du Covid. Et donc, c'est pas le cas en Europe. En Europe, on est resté sur un niveau de taux d'épargne qui est historiquement élevé et on voit, alors encore une statistique de ce matin, que la confiance des ménages allemands est en train de se redresser. Alors ça peut paraître paradoxal au moment où on parle de risques sur le commerce extérieur, mais on voit quand même que les ménages allemands se montrent un peu plus optimistes. Alors peut-être avec le nouveau gouvernement allemand, ça semble rassurer en partie les Allemands, mais on a vu une très belle enquête ce matin de confiance où on voit que les ménages allemands ont moins l'intention d'épargner, ils ont l'intention de consommer un peu plus. Alors ça demande à être validé dans les prochains mois, hein, naturellement, c'est qu'un chiffre parmi d'autres, mais en tout cas, on sait qu'il y a un potentiel. Il y a un vrai potentiel en Europe de rebond de la consommation. Alors qu'aux États-Unis, on est quand même sur une consommation qui est restée forte, très dynamique, mais qui donnait de toute façon, je pense que l'économie américaine aurait ralenti sans Trump. Hein. Quoi qu'il arrivait, on était quand même sur des éléments qui faisaient que ça s'essoufflait un petit peu. En Europe, au contraire, on a continué d'épargner, on a eu des ménages qui n'ont pas consommé, et donc on se dit qu'il y a quand même un potentiel de rebond de la demande intérieure. Donc en Europe, il y a quand même cet élément-là qui est un petit peu plus positif par rapport aux États-Unis. Ouais, avec des baisses de taux en zone euro qui ont un côté un peu préventif, ou des baisses de taux préventives pour contrecarrer un éventuel ralentissement économique du fait de l'incertitude générée par Trump. Ça peut marcher, ça ? Ça peut marcher parce que, encore une fois, je pense que dans la consommation, il y a une grosse composante qui est liée à l'immobilier. Quand vous achetez une maison, vous allez acheter peut-être de l'ameublement, vous allez acheter plein de choses autour de la maison. Il faut pas sous-estimer l'impact qu'a eu la politique monétaire en jouant énormément sur le secteur immobilier. Bon, la France était parmi les pays qui ont été les plus touchés. Et donc, si on a un redémarrage de l'investissement immobilier des ménages, associé en plus à un redémarrage du plan d'infrastructure au niveau de l'Allemagne qui a un effet multiplicateur assez fort. Donc je pense que ça peut être des choses très positives pour l'Europe. Alors je ne vous dis pas que tout est merveilleux, et ça sera une économie à l'européenne. Hein. L'européenne, il ne faut pas s'attendre à des taux de croissance à 3%, mais ça veut dire que la demande intérieure sera peut-être là, donc ça veut dire qu'il faut plutôt aller vers des secteurs plus domestiques européens, pour vraiment qui seront plus résilients. Par contre, il ne faut pas sous-estimer quand même le vent défavorable lié à cette incertitude sur le commerce mondial, cette exposition sur certains secteurs, notamment tout ce qui est bien industriel, secteur automobile, ça reste quand même des vents très contraires. Donc ça reste quand même des sources de fragilité. Mais si en Europe, on a cette demande intérieure qui se réveille un petit peu, ça pourrait montrer que l'Europe est beaucoup plus résiliente finalement que les États-Unis face à cette incertitude actuelle. On a compris donc que la BCE allait aller plus loin dans son assouplissement monétaire. Maintenant, jusqu'où elle va baisser ses taux ? On est à 2,25, on sera donc à 2 le 5 juin quand elle aura a priori baissé de 25 points de base ses taux d'intérêt. La Deutsche Bank, Morgan Stanley s'attendent à ce que le taux de dépôt, le taux directeur de la BCE tombe à 1,5% cette année. En fin d'année, Bank of America est à 1,25%. On se dit quoi ? On prend le pari sur quoi ? Oui, alors on va se dire que... on vient de 4 quand même il y a un an. Voilà. C'est pour vous dire que autant la hausse était brutale, autant la baisse
l'est aussi. Hein. Elle l'est aussi. Moi aussi, j'avais mis un 75, un 5. J'étais sur cette idée-là. Mais pour être honnête avec vous, c'est parce qu'il faut faire des prévisions qu'on le fait. Ouais. Parce que les banquiers centraux eux-mêmes nous le disent. Hein, ils sont réunion après réunion. Ils veulent surtout pas. Et surtout, le plus important, c'est que maintenant, on a perdu notre point de repère qui était le taux neutre. C'est-à-dire que c'est pas négligeable cette histoire de taux neutre, parce que ce taux neutre c'était un niveau taux. Alors je sais qu'il y a un débat au sein, mais qui était soit à 1,75, soit à 2,25 pour les plus faucons de la BCE. Mais on se disait qu'autour de 2, on était neutre. Donc s'il y avait besoin de stimuler l'économie, on allait légèrement en dessous. Mais on avait une borne. On disait vraiment si on était 50 points de base en dessous de ce 2% par exemple, on était dans une politique qui était vraiment un soutien à l'économie. Là aujourd'hui, comme ils nous disent qu'il n'y a plus de taux neutre, ils peuvent aller beaucoup plus bas. Ils n'ont plus de limites. C'est le sens de l'histoire à court terme. Voilà, c'est le sens de l'histoire. Moi, je pense en effet que... c'est un changement quand même de... Ah, c'est important. Ouais. C'est un changement de discours parce que ça veut dire qu'on ne donne pas de visibilité au marché, mais ça veut dire que la BCE va être beaucoup plus pragmatique et réactive. Et pro-croissance. Voilà. Ce qu'elle n'a pas toujours été par beaucoup le passé. Plus pro-croissance. Donc, je pense qu'en effet, on va avoir une BCE qui va être prête, à mon avis, à peut-être beaucoup plus baisser les taux rapidement si nécessaire, voire à les remonter beaucoup plus rapidement aussi. C'est un peu la contrepartie aussi qu'il faut avoir en tête. Mais si on avait un choc, et si le choc économique s'avérait véritablement fort sur les chaînes d'approvisionnement et qu'on avait je pense qu'aujourd'hui, dans la BCE, on a une majorité de membres qui considèrent que ce sera plus déflationniste que inflationniste. Ouais. Et ça, c'est un point aussi important parce que Madame Lagarde, au tout début, au début d'année, elle nous disait il y a un débat au sein de la BCE, on ne sait pas si c'est inflationniste ou déflationniste, cette guerre commerciale. Et je pense que là, ils ont un peu tranché, considérant que de toute façon... Pour l'Europe. Pour l'Europe, hein, oui, pour l'Europe, parce que d'une part, ça fait apprécier l'euro, premier élément. Deuxième élément, c'est que le ralentissement américain, parce que ça coûte essentiellement à l'économie américaine, mais c'est pas neutre pour l'Europe parce qu'avec le ralentissement américain, il y a plein d'exportations qui vont plus aller vers les États-Unis, qui vont aller vers l'Europe. Donc ça va accentuer la concurrence. Notamment venant d'Asie. Notamment venant d'Asie. Et donc ça va accentuer la concurrence sur les marchés européens. Et donc on voit mal les entreprises européennes remonter leur prix de vente comme si de rien n'était face à cette concurrence asiatique qui va déferler. Donc je crois qu'ils ont vraiment tranché aujourd'hui au sein de la BCE de dire qu'il y a un vrai risque plutôt de déflation. De désinflation évidemment, mais de déflation, et donc les prix s'installent durablement en dessous du 2%, qui est leur objectif de moyen terme. Donc je pense qu'ils sont prêts à aller beaucoup plus loin qu'ils étaient prêts il y a encore quelques mois face à cette situation. Allez, merci beaucoup. Explication signée Christian Parizeau, donc économiste et conseiller économique d'Aurel BGC. Merci.